Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce sont des milliers de familles qui ont vu leur vie transformée hier après avoir réceptionné les clés de leurs nouvelles habitations dans le cadre des festivités célébrant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Et sur la situation des droits humains au Sahara occidental, la revue espagnole Nouvelle Révolution a publié récemment un long entretien avec Hassan Zerouali, membre du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains. Zerouali a évoqué les diverses formes de répression dans les territoires occupés dont il en a fait les frais lui-même. Et puis on fera le point de la situation à Gaza où au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin dans d'intenses bombardements de forces d'occupation sionistes sur diverses zones de l'enclave. Et puis on ira à Skikda à la fin de cette édition, une ville qui attire chaque année des milliers de visiteurs grâce à ses plages et son cadre naturel. Pour accueillir les touristes, les services portuaires et douaniers ont été renforcés. Bienvenue à tous. Poursuite des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. L'envolée de la dette des pays du Sud préoccupe la communauté internationale. Cette conférence vise à mobiliser des financements pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. À Oran, Tlemcen, Saïda, Relizane et autres wilayas, ce sont des milliers de familles qui ont vu leur vie transformée hier. Elles ont reçu les clés de leurs nouvelles habitations dans une opération de distribution de milliers de logements de différentes formules, plus de 192 000 unités à travers l'ensemble des wilayas du pays. Et c'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui a procédé à partir de Djelfa au lancement de cette vaste opération dans le cadre des festivités célébrant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Ramzi Mhamdi. C'est un tournant majeur dans la politique de l'habitat en Algérie. À quelques jours de la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, le pays franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation urbaine. Et ce, avec le lancement officiel d'une vaste opération de distribution de logements de 192 318 unités, toutes formules confondues, dans l'ensemble des wilayas du pays. À Djelfa, l'agrandissement de la ville se poursuit avec l'espoir qu'il soit mené de façon organisée et durable, un développement rendu possible grâce aux efforts constants de l'État. D'après les plans présentés, le nouveau pôle urbain sera réalisé dans le respect des standards internationaux, une véritable valeur ajoutée pour la wilaya de Djelfa qui verra son paysage urbain totalement modernisé. J'espère que ce nouveau pôle sera réalisé selon les normes internationales dans le seul but de répondre aux besoins des citoyens et d'améliorer leur cadre de vie. Ce projet urbain national et stratégique qui vise à soulager la pression sur les grandes villes en améliorant la gestion des densités démographiques tout en offrant de nouvelles perspectives avec une vision nouvelle. L'État s'est engagé à construire 2 millions de logements conformément aux instructions du président de la République. Pour concrétiser cette ambition, le ministère de l'Habitat a lancé dès l'été 2024 un vaste programme d'aménagement avec la création de 47 pôles urbains dans 38 wilayas du pays, couvrant une superficie de 34 000 hectares. Aujourd'hui, en plus de bâtir des structures modernes, une nouvelle approche est adoptée, intégrant les dimensions sociales et culturelles algériennes. Depuis Djelfa, j'annonce le lancement officiel de 16 nouveaux pôles urbains dans plusieurs wilayas, dont Djelfa, Blida, Oran, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Djidjel, Tlemcen, Constantine, Skikda, Souqahras, Borj Bouarerej, Sétif, Boumerdaz et Tissimsilt. Respecter le cachet unique de chaque région, un défi pour les urbanistes qui, à travers cette vision moderne, vise à valoriser et à préserver l'identité locale propre à chaque territoire.
Le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé à l'occasion la pose de la première pierre de réalisation de 162 736 unités de logement dans le cadre du programme 2025, en plus des préparatifs pour le lancement de la construction de 200 000 logements dans le cadre du programme ADL 3, dont toutes les études techniques ont été finalisées. On l'écoute. Cette opération intervient au même moment où débute l'annonce des appels d'offres nationaux pour la réalisation de 200 000 unités de logements ADL 3 au titre d'une première tranche, comme prévu dans la loi de finances 2025. Une étape rendue possible après la validation complète de l'ensemble des études techniques y afférentes. Coopération à présent, l'Afrique représente une priorité pour l'Algérie. La valeur des produits et services exportés vers l'Afrique a presque triplé entre 2021 et 2024. Avec la Mauritanie par exemple, l'Algérie compte donner un coup de boost à la coopération énergétique. Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, s'est rendu justement à Nouakchott pour étudier les opportunités de coopération, notamment dans le domaine des hydrocarbures et de la pétrochimie. Rina Lorabi. Illustrant les grandes évolutions de la vision économique et énergétique de l'Algérie, notamment son ouverture sur l'Afrique, la rencontre entre le PDG de Sonatrach et le Premier ministre mauritanien marque une étape significative dans le renforcement des relations algéro-mauritaniennes. Portée par une volonté commune d'approfondir la coopération, elle ouvre la voie à des projets énergétiques stratégiques avec pour objectif consolider un partenariat durable et ambitieux entre Alger et Nouakchott. Il s'agit d'une rencontre particulièrement constructive et fructueuse, au cours de laquelle nous avons fait le point sur l'ensemble des actions engagées par Sonatrach, en partenariat avec la société SMH et les autorités mauritaniennes, en vue de concrétiser les accords conclus en janvier 2025. Ces accords s'articulent autour de 3 axes majeurs: l'exploration et la production, la distribution de produits pétroliers à travers la Mauritanie, ainsi que la formation que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre avec plusieurs cadres de la société SMH qui sont actuellement accueillis à l'Institut algérien du pétrole relevant de Sonatrach. La rencontre a également été l'occasion de donner un nouvel élan au mémorandum d'entente signé en janvier 2025 à travers l'examen de plusieurs axes de coopération, notamment dans l'exploration et la commercialisation des produits pétroliers, la production d'engrais, ainsi que dans des secteurs où Sonatrach bénéficie d'une expertise reconnue au service du renforcement des capacités mauritaniennes. Au-delà de sa dimension bilatérale, cette visite s'inscrit dans une vision panafricaine portée par l'Algérie qui ambitionne de fédérer d'autres entreprises africaines autour d'une vision commune, bâtir une profondeur économique et énergétique solide et durable sur le continent. Et puis cette information, l'Algérie a gagné 15 places dans le classement de l'Union internationale des télécommunications selon l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication, occupant ainsi la 74e place mondiale dans le classement de l'Union avec un total de 86,1 points. Cette avancée reflète les résultats réalisés par l'Algérie en matière de généralisation des TIC à travers le territoire national. Les participants au colloque international sur les crimes coloniaux dans l'histoire de l'humanité organisé hier à Alger ont appelé à s'inspirer de la révolution algérienne pour se libérer du colonialisme et de la domination. L'Algérie qui a de tout temps soutenu et continue de soutenir toutes les nobles démarches réclamant justice pour les crimes coloniaux. Yamina Saïdji. Les travaux du colloque international sur les crimes coloniaux dans l'histoire de l'humanité sont un vibrant hommage aux populations colonisées et longtemps martyrisées par les forces coloniales. Ce colloque vise à mettre en place les différents mécanismes afin de transformer la mémoire collective blessée des peuples colonisés en un outil de lutte et de droit qui s'impose sur la scène internationale et construire un plaidoyer équitable contre les crimes coloniaux. Chercheurs, diplomates, moudjahidines et étudiants ont pris part aux échanges.
Les crimes coloniaux atroces subis par l'Algérie et de nombreux peuples à travers le monde ne sauraient être effacés par le temps. Conformément à tous les principes et conventions internationales, ils ne peuvent être oubliés ni ignorés. La seule voie possible passe par la reconnaissance de ces crimes. Il ne peut y avoir de justice humaine sans reconnaissance, ni d'avenir digne sans réparation. La colonisation, son métier, en tous les cas, en ce qui concerne l'Algérie, son métier de tous les jours, de tous les mois, toutes les années, son métier, c'est les massacres. C'est des tueries. Cette rencontre soulève une question essentielle, l'identité africaine face au colonialisme. L'Algérie a toujours été à l'avant-garde des luttes de libération. Notre objectif aujourd'hui est de créer un forum d'experts pour porter des recommandations à l'Union africaine. Face à la colonisation marocaine, la résistance sahraoui tient bon. Malgré les tentatives d'effacement, le peuple continue de défendre sa mémoire, son identité et son droit à la libération. Une lutte mise en lumière à travers les échanges de ce forum. Les échanges ont porté sur les multiples formes de la violence coloniale, massacres, spoliations, essais nucléaires, mais aussi confiscation d'archives toujours détenues à l'étranger. Pour les participants, il est temps d'assumer collectivement cette mémoire, de rétablir les vérités historiques et d'ouvrir la voie à une justice fondée sur la reconnaissance. Les archives volées par la France de l'Algérie en 1962, on parle de 200 000 cartons, de 600 tonnes d'archives, et ça reste une contentieux sur le plan politique, moral et aussi juridique. Il est certain que dorénavant nous allons utiliser des voies de recours internationales dans l'aboutissement de la récupération des archives que nous connaissons maintenant. Nous savons où elles se trouvent, nous les connaissons, nous avons les codes, nous avons les références. Et si évidemment la France maintient sa position de rétention de nos archives, eh bien au niveau de l'ONU, il y a des instruments de droit international qui peuvent la contraindre à nous la restituer. Les participants se pencheront sur plusieurs points liés aux différents aspects de la mémoire coloniale, l'histoire des crimes contre l'humanité, le rôle des acteurs non officiels dans la transmission de la mémoire ainsi que le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur régional dans la défense des causes justes. Et sur la situation des droits humains au Sahara occidental, la revue espagnole Nouvelle Révolution a publié récemment un long entretien avec Hassan Zerouali, membre du collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme. Zerouali a évoqué dans cet entretien les diverses formes de répression dans les territoires occupés dont il en a fait les frais lui-même. Il a également évoqué le blackout imposé par l'occupant marocain sur les territoires afin d'empêcher la prise de conscience de la question sahraoui et de mettre en évidence les souffrances du peuple sahraoui. Rina Lerari. Le Marzen persiste dans sa politique de répression à l'égard des militants sahraouis et des défenseurs des droits de l'homme. Arrestations arbitraires, intimidations, violences physiques et verbales, les violations se multiplient dans les territoires occupés en toute impunité et au mépris des conventions internationales. Dernier témoignage en date, celui du militant sahraoui Hassan Zerouali, qui raconte le calvaire qu'il a vécu dans la localité d'El Guerguerat. Lorsque nous étions à El Guerguerat, ils nous ont traités de manière extrêmement mauvaise, avec une grande agressivité. Nous avons été gravement insultés. Nous avons tenté de nous défendre, mais l'occupation a fait preuve de brutalité, allant jusqu'à confisquer nos papiers, sous prétexte de poursuivre l'enquête. Les organisations de défense des droits humains parlent d'une véritable chasse à l'homme, d'une liquidation quotidienne visant à briser toute forme de résistance à travers la torture, les restrictions des libertés et les tentatives d'effacement de l'identité sahraoui. À peine avions-nous quitté les lieux que nous avons constaté que les forces d'occupation marocaines nous attendaient déjà. Elles nous ont immédiatement soumis à toutes sortes d'abus, coups, insultes et humiliations. Un véritable déchaînement de violence, à la fois verbale et physique, simplement parce que nous réclamons notre liberté et notre droit à l'autodétermination. Nous nous joignons au peuple sahraoui par solidarité afin de briser le silence et dénoncer l'occupation marocaine du Sahara occidental. Nous faisons en sorte de sensibiliser l'opinion publique allemande à cette cause trop souvent ignorée.
La cause sahraoui trouve un écho grandissant bien au-delà des frontières du Sahara occidental, notamment en Europe, où militants et défenseurs des droits de l'homme et citoyens engagés dénoncent l'injustice d'une occupation illégale qui perdure, réclamant l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté du peuple sahraoui. Au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin dans d'intenses bombardements des forces d'occupation sionistes sur diverses zones de la bande de Gaza, notamment à Khan Younes et Deir el-Balah. En 24 heures, plus de 100 Palestiniens ont été tués par l'entité sioniste. Cette agression sioniste de près de 21 mois, a engendré une situation humanitaire chaotique. Les autorités sanitaires locales alertent sur une augmentation des cas de méningite chez les enfants, favorisés par des conditions de vie catastrophiques et le manque de moyens des hôpitaux. Dernière halte de cette édition, la ville côtière de Skikda qui attire chaque année des milliers de visiteurs grâce à ses plages et son cadre naturel. Pour accueillir les touristes, les services portuaires et douaniers ont été renforcés pour assurer un débarquement sans encombre des passagers et leur permettre ainsi de profiter pleinement de leur séjour. Ramzi Hamdi. Au port de Skikda, tout a été mis en place pour accueillir dans les meilleures conditions les 370 passagers du navire El Jazeera 2 en provenance de Marseille. Grâce aux facilitations douanières, les 280 véhicules qui étaient à son bord ont pu débarquer rapidement au grand bonheur des voyageurs. Tout s'est bien déroulé. La preuve, on est sorti directement. Avant, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de pression. Aujourd'hui, tout est fluide et facile. C'est très bien passé, même au niveau du bateau. L'équipage est très gentil, un très bon accueil. Pour fluidifier davantage le parcours des passagers, un couloir vert a été spécialement aménagé pour les familles. La direction des douanes au niveau de l'inspection de la wilaya de Skikda a mis en place un couloir spécial destiné aux familles, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Nous avons par ailleurs renforcé nos effectifs et nos installations comme le scanner pour les véhicules et pour les marchandises. Grâce à ce dispositif, les passagers n'auront plus à se tracasser pour les procédures administratives, autrefois chronophages, et pourront donc profiter davantage de leur séjour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente journée à tous.